vais juste introduire un petit peu ce meet-up du coup parce que ce mois-ci, on a une semaine spéciale, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui aura lieu du 20 au 26 novembre. Et cette année, elle a décidé de mettre en lumière un sujet qui est la transition numérique comme un accélérateur pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Et je trouvais ça intéressant d'introduire donc le meet-up avec ce sujet-là parce que ça nous rappelle bien qu'en fait, la digitalisation et le numérique, ça doit pas être synonyme d'exclusion, mais au contraire être un vecteur d'inclusion. Et c'est là que l'accessibilité numérique va justement permettre à chaque utilisateur, en situation de handicap ou non, de pouvoir accéder facilement aux plateformes et aux applications digitales. Donc pour mieux comprendre ce sujet, je suis ravie d'introduire donc Aurélie Rosier qui est avec nous, qui est une consultante qui travaille chez Extia et qui va justement vous parler de ces enjeux et de comment les adresser. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à Justine et Marie-Hélène. Alors, l'accessibilité numérique, ça englobe des ressources numériques, mais pas que des sites web. Ça comporte également la télévision numérique, la radio, les téléphones mobiles, forcément, les communications et les systèmes et réseaux informatiques. Donc, l'accessibilité, c'est évidemment pour les personnes en situation de handicap, mais également les personnes qui ont un matériel un matériel trop ancien, une infrastructure qui n'est pas stable, une langue différente et une culture ou une localisation complètement différente. Donc c'est une question de réseau aussi, etc. Donc ce n'est pas que le handicap, mais principalement, effectivement, ça concerne les personnes en situation de handicap. Donc je vais commencer par quelques acronymes. Donc on a le premier qui est le RG2A, qui est le référentiel d'amélioration de l'accessibilité, donc qui est exigé en France, qui a été mis en place par l'État, par le gouvernement français. Donc c'est une définition de méthode et un cadre opérationnel pour vérifier la conformité des sites, applications et autres réseaux à l'accessibilité numérique. Enfin, là, on va se concentrer sur le web et les applications. Voilà, donc on a également le WCAG, donc qui est lui le référentiel ou l'initiative lancée par le W3C, donc qui développe également des standards et des outils pour l'intégration de l'accessibilité numérique. Donc le RG2A se base beaucoup sur le WCAG, même si certains critères diffèrent. C'est pas les mêmes niveaux, etc. Ensuite, on a le FALC, qui est le facile à lire et à comprendre, qui est une méthode de rédaction pour rédiger des contenus plus accessibles, plus faciles à comprendre et plus faciles à lire. Donc ça s'adresse surtout aux personnes en situation de handicap qui sont dyslexiques, qui sont des personnes âgées ou qui maîtrisent mal la langue française. On a également l'acronyme ALI, qui est une abréviation de Accessibility. Donc c'est A plus les 11 lettres entre le A et le Y. Donc c'est un hashtag et un mot qui est utilisé pour parler d'accessibilité. En français, c'est allié, allié, allié. Voilà. Je continue avec quelques chiffres. Donc 12 millions, c'est de personnes handicapées en France en 2021. Donc ça représente 20% de la population. 80% ont un handicap invisible. Donc il faut vraiment bien se mettre en tête qu'une personne en situation de handicap, c'est pas seulement quelqu'un qui est aveugle ou qui est en fauteuil roulant. C'est aussi quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a des troubles sensoriels, des psychiques ou cognitifs, de l'autisme, etc. Donc c'est pas forcément visible. Par exemple, enfin, de la même façon pour les dyslexiques, etc. Et on peut grossir ce chiffre aussi de 12 millions avec les personnes qui se retrouvent en situation de handicap temporaire. C'est-à-dire quand vous vous cassez une jambe ou quand vous vous cassez un bras, eh bien, ces méthodes d'accessibilité numérique s'appliquent également à vous. Peut-être moins sur la jambe, parce que, à moins que vous ne tapiez sur votre clavier avec votre jambe, mais bon, peut-être pas. Ensuite, un Français, une Française sur 3 aura plus de 60 ans en 2035. Donc ça, c'est une donnée démographique qu'il faut aussi avoir en tête. Ça veut dire que 61% des personnes atteintes de déficience visuelle sont âgées de plus de 60 ans. Et que la déficience auditive progresse de 65% après 65 ans. Donc voilà, il y a une proportion de plus en plus grande de personnes qui vont avoir besoin d'accessibilité numérique pour utiliser les services sur le web et sur les applications. 75%, c'est le seuil de conformité au RG2A qui est exigé pour les sites publics. Donc tous les sites publics, c'est tous les sites d'administration, les sites gouvernementaux, servicepublic.fr,
les sites des mairies, les sites des municipalités, les sites des, enfin, tout ce genre de sites. Il y a également ce seuil de conformité pour les entreprises privées, mais c'est moins surveillé que sur les sites publics. Il y a également des amendes. Il y en a pour les sites, il y a des amendes pour les établissements publics et également pour les établissements privés. Sauf que bon, la réglementation n'est pas encore 100% mise en place et donc les amendes ne sont pas forcément, enfin, c'est pas forcément contrôlé. Mais c'est en train de progresser et pas mal d'associations poussent pour que ce soit un peu plus respecté. Voilà. Donc toujours sur les sites publics, 241, c'est le nombre de démarches administratives en ligne les plus utilisées. 40% seulement d'entre elles sont accessibles. Donc ça veut dire que pour beaucoup de personnes, ne serait-ce que faire une demande de passeport, ça devient un parcours du combattant. C'est déjà un parcours du combattant d'ailleurs, même pour les personnes qui ne sont pas en situation de handicap, mais c'est pire pour eux. Voilà. Ensuite, 106, c'est le nombre de critères du RG2A qui sont répartis en 13 catégories. Là, alors, les critères du RG2A. Donc, il y a effectivement les images, donc pour lesquelles il faut des textes alternatifs. Donc, ce sont des textes qui sont lus par les lecteurs d'écran pour les personnes aveugles et malvoyantes qui peuvent pas, voilà, lire les images forcément. Alors, il n'y a pas que ça dans les images, il y a aussi le poids, leur poids qui est important. Parce que par exemple, si on a un réseau qui est pas très bon ou un vieux téléphone, un vieux smartphone, l'image va mettre énormément de temps à charger et du coup, on n'aura pas tout le contenu comme n'importe quel utilisateur. Ensuite, on a les cadres. Donc les cadres, ce sont les iframes. Donc voilà, ça, c'est vraiment aussi une pierre d'achoppement sur le web. Donc bien faire attention à comment on construit ces iframes, comment elles sont affichées. Effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a les couleurs, donc tout ce qui est contraste et transmission de l'information. Donc il n'y a pas que les contrastes, il y a aussi le fait de bien mettre en avant l'information et qu'elle soit claire et lisible pour tout le monde par la couleur, mais pas que. Donc il y a le multimédia également, donc pour toutes les vidéos, ajouter des transcriptions, ajouter des sous-titres, faire de l'audio-description, permettre aux utilisateurs et aux utilisatrices de contrôler, d'avoir le contrôle total en fait de tout ce qui est multimédia. Donc ça peut être des players vidéo, des players audio, etc. Ça peut également être des animations JavaScript, ce genre de choses. On a ensuite tout ce qui concerne les tableaux. Donc les tableaux, c'est aussi un des éléments les plus compliqués, même si on n'essaye pas de faire de l'accessibilité numérique. Ça, je pense que sur mobile, tous ceux qui travaillent déjà dans le, dans le web doivent le savoir. Mais c'est encore plus compliqué pour une personne en situation de handicap de comprendre un tableau et de bien le voir. Donc voilà, il y a pas mal de critères sur cette catégorie. Il y a également la catégorie des liens. Donc les liens doivent être explicites, les intitulés de liens aussi. Par exemple, tout ce qui est lien en savoir plus, si c'est pas mis dans un contexte, un lecteur d'écran, il va juste lire en savoir plus et la personne ne saura pas du tout vers où mène ce lien. Donc voilà, faire très attention à ça aussi. On a également les scripts, donc tout ce qui est compatibilité contrôle au clavier, des alternatives aux animations. Voilà, un peu la même chose que pour le multimédia, mais pour les animations. On a également une catégorie avec tous les éléments obligatoires, donc c'est le type de document, HTML, etc., le doctype, l'indication de la langue et la validité du code source. Donc ça, il y a plusieurs outils qui permettent de vérifier la validité du code, on en parlera après. Et également la structuration de l'information. Donc c'est la conformité sémantique du HTML, un balisage correct. C'est tout ce qui est titraille, c'est tout ce qui est bien indiqué, ce qui est un paragraphe, bien indiqué ce qui est une citation. Enfin, bien indiqué quand vous implémentez un élément dans votre page, bien indiquer ce que c'est exactement. Il y a également donc la présentation de l'information, donc avec un contenu qui doit être compréhensible, même si les feuilles de style sont désactivées. Vous pourrez faire le test sur les sites sur lesquels vous travaillez, vous désactivez les feuilles de style et vous allez voir que c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Il y a également
catégorie des formulaires, donc c'est tout ce qui est étiquette de champ, les groupes de champs, les intitulés des boutons, le contrôle de saisie, tous les messages de guidance, enfin de messages d'explication, par exemple le format de l'email, le nombre de caractères autorisés, ce genre de choses, ce qu'on doit mettre, est-ce qu'on doit mettre que des lettres ou que des chiffres, etc. Et de la même façon, les messages d'erreur, si le format n'est pas conforme à ce qui est attendu dans le champ. On a également le critère de navigation, donc tout ce qui est système de navigation, menu, plan de site et moteur de recherche. Donc pour les menus, c'est effectivement compliqué aussi parce qu'on aime bien faire des menus et des sous-menus. Mais ça, il faut savoir que ça complique beaucoup la navigation et que donc il faut vraiment bien penser accessibilité quand on fait les menus. Et la dernière catégorie, donc c'est la consultation. Donc c'est le contrôle des actions et des événements et tout ce qui est alternatif à ces actions et événements, et également l'accessibilité des documents et le responsive. Voilà, donc pourquoi rendre son site accessible? Me demandez-vous tous et toutes. Alors il y a plusieurs raisons. Non seulement effectivement, c'est pour permettre aux utilisateurs et utilisatrices en situation de handicap d'avoir accès aux mêmes ressources sur le web et pour leurs applications. Mais ça a d'autres avantages également. Donc ça améliore le SEO, notamment grâce au balisage HTML et à l'optimisation de l'affichage, dont je vous en parlais tout à l'heure, le poids des images, etc., notamment sur mobile. Ça permet aussi un enrichissement des contenus et une correspondance avec les standards des moteurs de recherche. Donc ils sont également assez attachés aussi à l'accessibilité et à tout ce qui est responsive, mobile, etc. Ça améliore également l'expérience utilisateur-utilisatrice. Donc ça permet une navigation plus fluide, une meilleure lisibilité et une compréhension des contenus. Donc ça veut dire que la personne qui navigue, l'utilisateur ou l'utilisatrice qui navigue sur votre site, elle va trouver l'information plus rapidement, ça va être plus clair, etc. Donc ça améliore également tout ça. Donc elle va passer plus de temps aussi dessus, mais par intérêt, non pas parce que la personne est perdue. Voilà. Ça améliore également le trafic sur mobile, je vous en parlais, puisque tout ce qui est Google, Bing, etc., ils ont des critères en place pour mesurer la compatibilité de la navigation sur mobile. Donc voilà. Ça améliore également l'image de l'entreprise, parce que ça prouve qu'on porte attention à l'accessibilité et que ça démontre une volonté éthique et morale. Donc ça, c'est bon pour l'image de l'entreprise. Ça améliore la conformité aussi, je vous en parlais tout à l'heure. Les entreprises qui sont contrôlées, bon, c'est pas souvent le cas, mais voilà, et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions d'euros, peuvent être exposées à une amende de 20 000 euros en cas de non-respect des règles d'accessibilité. Donc c'est 20 000 euros par an. Donc voilà, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, les associations essayent de pousser pour que les amendes soient un petit peu plus contraignantes. Voilà. Et en dernier lieu, ça améliore l'attractivité, donc ça rend l'œil vif et le poil brillant. Ça, c'est important. Alors, il existe plusieurs technologies d'assistance. Donc il y a les lecteurs d'écran, j'en parlais, qui sont disponibles nativement sur Mac et iPhone et sur Android également. Il y a également des applications comme JAWS qui sont des synthèses vocales payantes. Voilà. Il y a également des aides à la psychomotricité qui sont disponibles sur les iPhones et sur Android. Donc tout ce qui est Assistive Touch, vous voyez là sur la petite capture d'écran, je ne sais pas si vous voyez le rond qui est en bas à droite. Donc ça, c'est l'Assistive Touch. Ça permet de contrôler un peu mieux sa navigation sur mobile. Voilà. Il y a également le backtap. Donc ça, le backtap, c'est une technologie qui est native aussi sur les téléphones, qui permet de contrôler en tapotant sur le dos du téléphone. Par exemple, vous pouvez déclencher un appel en tapant 2 fois, en tapant avec un doigt, etc. Vous pouvez ouvrir votre appareil photo également. Enfin, vous pouvez paramétrer pas mal de fonctionnalités qui peuvent voilà, s'ouvrir avec la touche, enfin la touche, le backtap. Donc après, il y a également effectivement le clavier de Perkins pour le braille, les liens d'évitement, etc.
Il y a également quelques applications, je fais un peu de pub, qui sont hyper intéressantes. Il y a Be My Eyes, par exemple, qui est une application qui est disponible sur Android et iOS et qui met en relation des personnes aveugles et malvoyantes avec des volontaires en visio. Ça veut dire qu'en fait, l'application vous appelle quand une personne a besoin. Vous rentrez immédiatement en visio avec cette personne et cette personne va vous montrer. Par exemple, moi, ça m'est arrivé, j'ai une personne qui m'a appelée parce elle avait du mal à lire les documents elle était en train de faire du tri et donc elle me demandait: «Bah, ça, c'est quoi? Bah, ça, c'est quoi?» et cetera. Donc elle mettait son document devant sa caméra et du coup, je lui décrivais ce que je voyais. Donc voilà, donc ça, je vous encourage à le faire parce que vraiment, c'est hyper important pour beaucoup de personnes. Ensuite, on a Roger Voice. Roger Voice, ça permet aux personnes sourdes et malentendantes d'avoir une transcription simultanée de leurs échanges téléphoniques. Ça veut dire que quand ils appellent leur médecin, quand ils appellent une administration, et cetera, ils ont la transcription de ce que la personne leur dit directement sur leur téléphone. Donc une transcription textuelle. On a également Axéo. Donc là, Axéo, c'est pareil, c'est un peu pareil que Roger Voice, sauf que là, c'est encore plus étendu. Il y a beaucoup de services qui l'utilisent, de services clients qui l'utilisent. Donc ça permet aux personnes aussi sourdes et malentendantes d'être accompagnées par un ou une interprète en langue des signes française ou d'avoir une transcription automatique. Donc ça veut dire que quand elles font un appel, elles passent directement en visio et la troisième personne qui est l'interprète se connecte également pour retranscrire la conversation. Voilà, donc le petit jeu dont je vous parlais, donc qui parle de la prise de focus et de la navigation au clavier. Donc je vous donnerai les petits liens et tout à la fin. Voilà. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est de la navigation au clavier, donc avec la touche Tab. Voilà, je peux bouger sur mon clavier. Donc là, on est sur le level 1 et je dois aller jusqu'à la citrouille. Donc là, tout va bien. J'appuie sur Enter. Là, en revanche, il y a le petit fantôme en bas à droite qui m'a volé mon focus. Ça veut dire que quand je vais bouger avec ma touche Tab, je ne vais pas voir où je suis. Là, je suis en train de bouger et je ne vois pas où je suis. Donc il va falloir que je compte les cases pour arriver jusqu'à la citrouille. Et alors là, bon, bah là, j'ai plus de prise de focus, je ne sais pas où je suis. Voilà. Donc je suis sur le cercueil. Je suis obligée de cliquer sur Entrée pour voir où j'en suis. Voilà, donc pour les autres niveaux, bah, je vous invite à y jouer aussi. On comprend beaucoup mieux les problèmes de navigation au clavier avec ça. Pour rester dans les petits jeux et dans le jeu vidéo, enfin dans les petits jeux, là, c'est The Last of Us Part 2, donc c'est un peu un gros jeu vidéo, mais c'est pour vous montrer que dans beaucoup d'autres domaines que le web et le mobile et tous ces médias, beaucoup d'autres secteurs mettent en place de l'accessibilité numérique sur leurs produits. Et donc c'est le cas de The Last of Us Part 2, qui propose des paramètres, donc il y a plus de 60 paramètres concernant la vision, l'audition et les handicaps moteurs, pour que vraiment le maximum d'utilisateurs et d'utilisatrices puissent jouer. Et donc des démarches comme celle-ci, ça reste encore marginal, mais on voit que c'est possible de le faire. Donc voilà, donc je pense que j'espère que ça va encourager les autres acteurs du secteur à proposer plus d'accessibilité. On en a déjà dans quelques jeux, mais c'est pas encore très très répandu. Maintenant, je vais vous proposer un petit exercice. On va aller sur le site Amazon et je vais vous demander de me dire si vous voyez des choses qui ne vont pas. Voilà, des choses qui vont, ce que vous pensez du site. Voilà. Donc là, je vois une première chose, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi. Donc là, la chose que je vois, c'est qu'en fait, je ne peux pas sortir du menu. Est-ce qu'il y a des commentaires dans le chat, du coup? Alors, on vient d'en recevoir un de Ronan qui dit qu'il y a un seul lien d'évitement, une navigation clavier désastreuse, du coup, les carousels qu'on ne peut pas arrêter, les e-commerce en accessibilité, il y a du travail. Tout à fait. Beaucoup de travail à faire chez Amazon. Et pas que sur l'accessibilité. Mais bon, ça, c'est un autre sujet.
Effectivement, il y a pas mal de soucis et lorsque vous voulez, vous donner une idée, avoir une idée un petit peu de ce qui ne fonctionne pas sur un site, il y a plusieurs outils. Donc il y a un outil qui s'appelle Wave, qui est un outil développé par le W3C et qui permet, d'avoir automatiquement un petit récapitulatif de toutes les erreurs qu'on peut trouver avec, le détail et cetera. Donc là, on voit qu'il y a des problèmes de contraste. Là, on peut vérifier, la structure sémantique de la page, heu, tout ce qui est, texte alternatif, des textes alternatifs qui sont trop longs et cetera. Donc, il y a tout ce détail-là. Donc ça, c'est pas mal. Donc oui, il y a pas mal de problèmes, sur le site, d'Amazon. Donc effectivement, ce qui va pas, c'est les contrastes, la navigation au clavier qui est compliquée et la taille de police qui est trop petite également. Et l'absence, de texte alternatif sur certaines images. Alors je vous ai montré, je vous ai montré Wave, mais je vais également vous présenter un autre outil ou je vous le présente après, ouais, je vais vous le présenter après. Maintenant on va aller sur le site de la SNCF et là pareil, vous allez me dire, s'il y a des choses, qui vous choquent, des choses qui vous semblent non accessibles. Donc là, on le voit, on a plusieurs liens d'évitement. La prise de focus est pas très visible, mais en fait, le site de la SNCF est considéré comme l'un des modèles d'accessibilité, mais il faut se méfier parce que ça dépend des outils qu'on utilise. Par exemple, je vous ai montré tout à l'heure, Wave. Donc Wave nous sort quelques erreurs quand même, donc comme quoi c'est pas non plus le plus accessible du monde. Mais vous pouvez également avoir des résultats différents si vous utilisez l'inspecteur de votre navigateur. Et que alors dans votre tous les inspecteurs, enfin dans Firefox et Chrome également, sur Edge, vous avez dans l'inspecteur un onglet d'accessibilité, donc il s'appelle Lighthouse pour Chrome, il s'appelle Accessibility pour Firefox et cetera. Et donc Mmh. avec Lighthouse, ce que vous pouvez faire, c'est analyser la page. Donc là, vous avez plusieurs catégories que vous pouvez mesurer. Donc tout ce qui est Wave et Lighthouse, ça vous permet d'avoir déjà un premier audit, de faire un premier survol du site pour voir, s'il y a des choses, qui peuvent être corrigées. Et donc là, on le voit, contrairement à ce que disait Wave tout à l'heure, avec toutes ses erreurs, là, on me dit qu'il est 90 à 98 conforme, enfin conforme, accessible. Voilà, alors qu'en fait, il ne l'est pas d'après Wave. Donc, si vous faites un survol, un audit et cetera, bien prendre, en compte qu'il faut utiliser plusieurs outils. Donc Wave, les outils du navigateur, l'inspecteur. Mais également, il faut également faire des contrôles manuels. C'est-à-dire vraiment aller vérifier dans le code, vraiment regarder de la structure, utiliser des validateurs, et cetera. Il y a pas que ces petits outils et tout n'est pas forcément, visible, heu, comme ça. Voilà, donc ça, c'est ce que je vous montrais, ce sont les résultats de Lighthouse et de Wave. Donc pour aller un peu plus loin, si vous voulez vous engager, sachez qu'en fait, tous les métiers peuvent être concernés, tous les métiers du numérique. Donc je pense que tous les consultants et consultantes, d'Extia, peuvent être concernés par ce sujet et peuvent agir, dans leur métier. Donc il y a également, donc il y a la gestion de projet, donc tout ce qui est chef de projet, product owner et cetera, qui peuvent participer et s'engager, donc s'assurer de l'accessibilité à chaque étape du projet, dès la conception et s'engager également dans la sensibilisation des équipes. UX, UI, évidemment fondamental, donc pour concevoir le design et les parcours utilisateurs en prenant en compte, toutes ces règles d'accessibilité. Il y a également tous les développeurs et développeuses, donc qui peuvent vérifier les règles d'accessibilité pour chaque composant. Donc et également les rédacteurs et rédactrices, donc qui peuvent, voilà, travailler sur tout ce qui est contenu, que ce soit des contenus,
des contenus texte ou des contenus images, tout ce qui est sous-titres, tout ce qui est transcription, etc. Donc là, on voit bien que tout le monde peut s'engager et que c'est pas réservé qu'à des spécialistes ou des experts en accessibilité. Chacun et chacune peut s'engager à son niveau. Donc, pour vous engager, ce que vous pouvez faire si vous vous intéressez, que vous voulez vraiment vous engager, c'est vous pouvez commencer par quelques étapes, donc faire un audit, un survol, comme je vous en parlais tout à l'heure. Donc, il y a plusieurs petits outils qui permettent de faire ça. Donc, Wave, l'inspecteur du navigateur, Accessibility Checker. Il y a des checklists qui sont disponibles sur le site du gouvernement, parce que le site du gouvernement, enfin le gouvernement à part le RG2A, a également un système de design accessible. Donc ça, je vous invite à les regarder aussi, c'est assez intéressant. Il y a des outils de diagnostic flash, etc. Ensuite, deuxième étape, après cet audit en survol, c'est d'appliquer quelques améliorations rapides sur un site déjà existant. On ne parle pas de refonte, là, on parle vraiment d'un site qui existe déjà. Donc, corriger ce qui a été détecté, ce qui est rapide, ce qui ne demande pas trop d'efforts. Donc, ça va être les images, donc tout ce qui est les balises alt, tout ce qui est ARIA, etc., le format, les poids, etc. Améliorer la navigation, la sémantique, la navigation simplifiée, les liens d'évitement. Ça, c'est des choses, des éléments qui sont assez faciles à mettre en place. Également le design. Alors ça, c'est un peu plus compliqué parce que si vous avez une charte graphique qui n'est pas accessible, il va falloir changer toute la charte graphique. Et bon, ça prend beaucoup plus de temps. C'est pas compliqué techniquement, mais voilà, ça prend énormément de temps et c'est très très lourd comme effort. Une troisième étape, c'est l'implémentation d'outils, donc ceux qu'on a vus tout à l'heure, donc Axeo ou Roger Voice. Axeo, qui met à disposition, qui permet à des personnes sourdes et malentendantes d'avoir des interprètes en langue des signes ou des transcriptions de leur conversation. La même chose que Roger Voice, qui est une application qu'on installe sur son téléphone. Mais il y a également petite attention à porter aux faux amis, ce que j'appelle moi les faux amis, qui sont des widgets. Je pense que vous en avez déjà vu. C'est des widgets que vous avez souvent dans les petits onglets ou des petits logos, etc. Ce sont des widgets pour agrandir la police, changer les contrastes, etc. Donc, effectivement, ce sont des widgets qui peuvent aider, mais ça ne rend pas un site conforme au RG2A. C'est-à-dire que ça ne rentre pas dans les critères. Si vous avez un widget comme ça améliore pas votre conformité au RG2A. Et pour certaines personnes, ça peut également renforcer le sentiment d'exclusion parce que ça veut dire que le site n'est pas originellement conforme à l'accessibilité, qu'on a été obligé de rajouter un petit truc, voilà, qui est différent. Voilà, donc ça renforce un peu ce sentiment d'exclusion. Donc, il faut les utiliser avec parcimonie. Par exemple, vous pouvez les utiliser avant de faire une refonte complète de votre site. Voilà, pour ce genre de choses. Si vous voulez vraiment améliorer l'accessibilité, mais pour la plupart, je recommande pas. Voilà. Et puis ensuite, la quatrième étape, c'est l'audit complet. Donc là, audit complet, bah, il faut être accompagné quand même par une entreprise qui est spécialiste des audits et de l'accessibilité numérique. Il y en a plusieurs. Il y en a une qui s'appelle Access42, il y en a une autre qui s'appelle Access-Web. Voilà, je pourrais vous fournir une liste peut-être plus tard, mais si ça vous intéresse vraiment, que vous avez envie de faire un audit et d'être accompagné dans votre démarche d'accessibilité. Et puis ensuite, bah, une fois que vous avez fait votre audit, vous avez fait votre refonte, vous êtes en cours, vous faites vos maquettes, vous faites vos développements. À chaque étape de votre projet, vous pouvez faire des tests utilisateurs avec des utilisateurs, utilisatrices qui ont des handicaps. C'est le cas, par exemple, de la Société Générale, qui organise des tests régulièrement sur ces plateformes, en invitant notamment les associations d'aveugles de France ou de sourds et malentendants de France, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant, puis ça vous permet vraiment de voir aussi des choses peut-être que vous n'aviez pas vues ou que vous pensiez bien et qui en fait ne le sont pas. Voilà. De toute façon, comme pour tout développement, tester avec des vrais utilisateurs, c'est toujours mieux. Voilà. Donc voilà, donc là, il y a quelques outils. Donc les validateurs HTML, les assistants. Donc ça, c'est l'outil d'évaluation qui est approuvé par la DINUM. Donc je ne vous l'ai pas montré, mais en fait, il n'est pas
Il s'utilise pas de la même façon que Wave ou que Lighthouse ou Accessibility. Il vous donne juste la liste des critères et vous pouvez cocher, vous avez des tests, etc. Mais c'est pas automatique. Gabriel, oui, effectivement. Tester avec des utilisateurs, quelle idée. Je suis bien d'accord, vraiment. On s'embête. Voilà, donc Wave, la checklist sur Volrapil, tout ce dont je vous ai parlé. Donc, c'est également, si vous voulez devenir ambassadeur ou ambassadrice de l'accessibilité numérique, vous avez plusieurs formations, donc des certifications développer des sites web, des formations Access 42 également. J'ai pas mis la mienne, mais moi j'ai fait une formation en 2022 pour être auditrice en accessibilité numérique. Donc ça, c'est pas mal aussi, voilà. Quand on est en gestion de projet, par exemple, je suis product owner, donc c'est pas mal d'avoir cette formation-là. Après, il en existe plein d'autres pour les UX UI, pour les rédacteurs et rédactrices et pour les développeurs et développeuses. Voilà. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont participé à ce meet-up. Merci.